Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Jenny a 32 ans, elle est originaire du Morbihan et nantaise d'adoption depuis 11 ans. Elle est fondatrice de l'entreprise Maison Mâche qui est un studio photo et de communication. Elle est photographe culinaire et community manager pour les artisans et entreprises de la food engagée. À travers cet épisode, elle nous raconte comment et pourquoi elle a décidé de devenir végétalienne à ses 25 ans, quel a été son déclic. Elle nous parle à cœur ouvert de son mode de vie vegan, comment ses proches l'ont vécu et comment elle a réussi à en faire sa principale force dans son métier. Pendant le confinement, elle se découvre une nouvelle passion, la cuisine et notamment la pâtisserie végétale. Cette période lui permet de réfléchir à son avenir et petit à petit, la photo culinaire devient une évidence pour elle, c'est ce qu'elle veut faire. Le salariat lui convenait jusqu'au jour où elle a eu cette révélation. C'est à ce moment-là qu'elle se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Jenny reviendra sur l'histoire derrière Maison Mâche, son parcours d'entrepreneuse, ses déceptions mais aussi ses rêves et projets pour la suite. Un témoignage rempli de valeurs, de conseils et bienveillance que je vous invite à écouter pleinement. Bonne écoute. Salut Jenny. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir chez moi du coup. Oui, pour un nouvel épisode de la chronique des ambitieuses. Alors, toi et moi, on s'est rencontrés sur Instagram. Ouais. Tu es nantaise, C'est comme ça. moi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pris contact, on va dire. Tout à fait. Et puis, on s'est rencontrés une fois pour faire une collaboration entre deux de nos clients. C'est ça. Et voilà, aujourd'hui, tu es chez moi pour partager ton histoire. Donc, je suis très contente de t'accueillir. Eh ben, merci beaucoup. Je suis ravie aussi. Avec plaisir. Bon, alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Oui, donc moi je m'appelle Jenny, j'ai 32 ans. Je suis la fondatrice de l'entreprise Maison Mâche, qui est un studio photo et de communication. Je suis photographe culinaire pour les artisans et les entreprises de la food engagée. Donc, on pourra revenir là-dessus. Et je suis aussi community manager parce que c'est mon premier métier. Je suis vraiment issue du monde de la communication, donc c'est pas quelque chose que je voulais mettre complètement de côté. Je suis nantaise d'adoption depuis à peu près depuis 11 ans. Je suis arrivée en 2012 pour mon master en communication marketing justement. Et puis je suis restée parce que c'était un master en alternance qui a débouché sur un premier emploi. Et du coup, voilà, je suis restée, mais sinon, je suis originaire du Morbihan. Bah écoute, je suis nantaise d'adoption aussi, mais depuis 7 ans. Eh ben. Donc voilà, on est des nantaises d'adoption. Et est-ce que, donc tu es la créatrice du studio Maison Mâche, comment tu as créé ce studio ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de comment tu es passée du salariat justement à l'entrepreneuriat ? Ouais, alors ça a été un projet, je pense, qui s'est vraiment construit sur la durée. Ça n'a vraiment pas été quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. En fait, j'ai eu plusieurs autres expériences dans le salariat. Donc la première, comme je disais, c'était suite à une alternance. Donc j'étais chargée de projet marketing communication dans une PME qui faisait de l'archivage physique et numérique. Donc c'est un secteur très particulier, je pense que peu de gens le connaissent. Donc c'était pas un secteur qui me plaisait beaucoup. Par contre, ça a été une expérience hyper enrichissante à plein de niveaux, notamment déjà humain, parce que j'avais des très bons collègues et ça c'est quand même super. Mais aussi parce que ça m'a
fait gagner en autonomie, ça m'a permis aussi de toucher à plein de choses de la communication, parce que je faisais aussi bien de la com interne que de la com externe, je faisais un petit peu d'événementiel, j'ai travaillé sur un gros projet de refonte de site internet suite à un rachat de l'entreprise. Enfin bref, j'ai vu plein d'aspects de la communication, donc c'était très enrichissant, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui me manquait parce que le secteur me plaisait pas. Il n'y avait pas cette dimension un petit peu d'engagement, quoi. C'était pas trop en lien avec mes valeurs, même si à cette époque-là, je n'étais pas encore devenue végane, on pourra aussi en reparler. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Donc j'ai fini par faire une rupture conventionnelle. Parce qu'en plus, en parallèle, j'étais très investie dans des associations en tant que bénévole, qui étaient justement beaucoup plus en phase avec mes valeurs. Notamment, je faisais partie de l'association Nantes Ville Comestible, qui est une association nantaise qui promeut l'agriculture urbaine. Et j'ai co-créé pendant 3 éditions un festival à Nantes autour de l'agriculture urbaine. Et du coup, c'était quasiment un job à plein temps, mais que je faisais dans un premier temps en parallèle de mon travail salarié. Puis j'ai fait ma rupture conventionnelle et du coup, pendant quasiment 1 an, je suis restée au chômage, mais en parallèle, j'étais à 100% sur l'organisation de ce festival. Donc c'était une super expérience, c'était vraiment hyper enrichissant, c'était beaucoup plus déjà en lien avec ce côté écologique, environnemental qui sont chers à mon cœur, donc c'était vraiment hyper enrichissant. Mais bon, voilà, le bénévolat, c'est bien, mais ça va un temps, évidemment, tu ne peux pas en vivre. Donc, j'ai dû rechercher un nouveau travail. Mais là encore, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. L'entrepreneuriat, en fait, ça n'a pas été spécialement une évidence pour moi, dans le sens où je sais que par exemple toi justement tu voulais vraiment être à ton compte, te lancer à 100%. Moi c'était pas forcément un désir profond, le salariat me convenait aussi, même si bien sûr je l'avais quand même envisagé, mais tant que j'avais pas en fait un projet dans lequel je me disais ok c'est ça, je me lance, en fait je me lançais pas parce que je voyais pas me mettre en freelance pour être en freelance, j'avais pas un intérêt profond pour ça. Donc voilà, j'ai recherché encore du salariat. J'ai trouvé un poste dans un escape game. Donc ça devait être à la base plutôt un peu un job sans prise de tête, un petit contrat pour justement me laisser encore du temps pour trouver ce que je voulais faire vraiment, la quête du sens, comme pour beaucoup. Et puis finalement, j'ai eu une chouette opportunité à cet escape-là, puisque ils m'ont proposé de reprendre la gestion du pôle entreprise, donc de gérer l'organisation des team building et des séminaires qui se faisaient à l'escape. Donc c'était quand même un job lié à l'événementiel. Il y avait aussi toute une partie qui au final aujourd'hui me sert bien parce qu'il y avait toute une partie devis, facturation et du coup au final je suis bien contente d'avoir eu cette expérience. Et donc voilà, et donc ça j'ai commencé en mai 2018 et du coup comme beaucoup sans doute le Covid est arrivé par là et forcément quand on travaille dans le loisir on a été très impacté. Ce qui fait qu'on a eu des grosses périodes de fermeture complète. Donc nous, toute l'équipe était au chômage partiel. Et forcément, au total, en fait, on est resté quasiment 1 an et demi au chômage partiel. Donc forcément, quand tu travailles pas, ça mouline, j'ai réfléchi beaucoup à ce que je voulais faire. Et puis petit à petit, la photo, et notamment la photo culinaire, est venue à germer et en fait je me suis dit en fait c'est vraiment ça que je veux faire parce que du coup en parallèle je suis devenue donc végétarienne d'abord puis assez rapidement végétalienne donc je suis depuis 2016 et encore plus comme beaucoup de gens pendant le confinement la cuisine a pris
une place importante, très importante, et notamment la pâtisserie, et c'est vraiment devenu une vraie passion, quoi. En fait, c'est vraiment un élément central de ma vie, la cuisine, la pâtisserie. J'aime aussi bien manger, évidemment, mais surtout préparer aussi pour les autres. C'est vraiment un plaisir toujours de faire découvrir la cuisine végétale. Et donc j'ai pas mal cuisiné, je me suis aussi un petit peu formée, alors c'est pas des formations professionnalisantes, mais voilà, j'ai quand même appris plein de choses, parce qu'il faut savoir qu'à la base, je ne cuisinais pas du tout, donc j'ai quasiment tout appris en végétal, donc au final c'est peut-être plus simple, j'ai pas eu forcément à apprendre à devoir transformer et tout, j'ai tout de suite appris en végétal. C'est vraiment la cuisine végétale qui m'a fait aimer la cuisine tout court, et donc je savais que je voulais qu'il y ait un lien dans mon futur métier, quel qu'il soit, à la base, je ne savais pas encore exactement, qu'il y ait un lien avec la cuisine, la cuisine végétale notamment. Mais j'avais eu plusieurs personnes dans mon entourage qui me disaient « Ah, mais tu devrais te lancer, ouvrir peut-être un salon de thé, un truc. » Forcément, j'y ai aussi pensé, mais je suis pas assez douée, je pense, pour ça. Et en plus, c'est vraiment un autre métier, quoi. C'est vraiment encore autre chose. De devoir gérer un lieu, c'était pas quelque chose moi qui m'intéressait, c'était plus le côté partage des valeurs, cuisiner pour le plaisir avant tout aussi. Et en fait j'ai repensé à la photo culinaire, parce que évidemment j'ai pas mal de bouquins de cuisine chez moi, et c'est vrai qu'à chaque fois en feuilletant les livres je me dis tout le temps mais ça donne trop envie, c'est trop beau, j'adore ce genre de photos et tout, et puis au final je me suis dit pourquoi pas moi finalement ? Pourquoi pas moi ? Sachant que la photo, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours apprécié la photo. Je faisais des cours du soir quand j'étais au lycée, aux Beaux-Arts à Lorient, en photo numérique du coup. Quand je suis arrivée en licence, donc j'ai fait une licence en communication, mais j'ai quand même suivi des options photo les 3 années. C'est en master que j'ai un peu mis ça de côté, parce que le fait d'avoir un master en alternance, j'avais quand même déjà pas mal de boulot, donc j'ai un peu mis la photo de côté. Mais finalement, j'y suis revenue, et j'ai trouvé que c'était le lien parfait justement entre une première passion que j'avais en étant adolescente, la cuisine, et aussi ce côté communication, parce qu'aujourd'hui forcément la photo c'est quand même l'un des principaux moyens pour se faire connaître, notamment sur les réseaux, mais au final même partout, la photo est présente quand même partout, que ce soit dans les magazines, c'est clair, dans les livres de recettes et tout. Donc je me suis dit que c'était aussi un lien cohérent finalement avec tout mon parcours. Trop bien. Ah ouais, j'ai beaucoup parlé. Non mais super, j'adore le côté le lien entre les deux passions, ta première passion au final quand t'étais jeune de la photo, et aujourd'hui tu t'es découvert avec la cuisine végétale. Donc génial, tu fais en gros t'as mélangé tes deux passions pour en faire ton métier. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que quand tout ça s'est tout bien aligné, je me suis dit en fait oui, c'est ça que j'ai envie de faire, et ça m'a paru vraiment naturel. Ouais. Ça a été ton évidence. C'est ça. Ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors. Quand je réfléchissais à des projets d'entrepreneuriat, il n'y avait jamais quelque chose qui me bottait suffisamment pour me lancer. Et là, en fait, je me suis dit, ok, j'y vais. Je sais pas encore trop comment, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça m'a paru assez, vraiment naturel. Et ça m'a pas fait plus peur que ça. Alors bien sûr que si, c'est quand même toujours stressant et tout. Donc comme je disais tout à l'heure, je disais que j'étais au chômage partiel, et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a permis de me lancer, parce que malheureusement l'Escape a fermé définitivement, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à avoir un licenciement économique. Et finalement, dans mon cas qui avait un projet de création d'entreprise, c'était plutôt un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de me lancer en ayant le soutien de Pôle emploi qui n'est pas négligeable quand on se lance, parce que sinon, si j'avais pas eu ce filet-là, honnêtement, je pense que je me serais pas lancée, parce que j'ai un crédit immobilier, parce qu'il y a la vie, et que voilà, se lancer sans filet, c'est compliqué. Je sais qu'il y en a qui le font et c'est tout à leur honneur, mais moi, honnêtement, je me voyais pas le faire. Je suis trop peut-être prudente, mais
c'est comme ça. En tout cas, là, tout était vraiment aligné, quoi. Il y avait la rupture conventionnelle, le projet que j'avais en tête, donc je me suis dit, c'est vraiment le moment parfait pour se lancer, pour tester, sans trop y perdre finalement, parce que à part éventuellement du temps, mais ça encore c'est pas trop grave. Financièrement, voilà, j'investissais rien entre guillemets, donc c'était le moment pour tester et puis bah je pense que pour l'instant j'ai bien fait, je touche du bois, mais ça se passe bien. Bah dans tous les cas, c'est une super belle aventure et tu sais pas de quoi demain sera fait, mais t'as saisi les opportunités qui sont venues à toi. Comme tu dis, les planètes, elles se sont alignées au final, puisque bah, dans ton malheur, entre guillemets, de perdre ton emploi, bah, t'avais déjà ton projet. Donc, en fait, derrière, on t'a soutenu. Et franchement, bah, écoute, c'est génial. Bah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, parce que oui, je pense dans un contexte différent, enfin, démissionner et tout, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Je sais pas si j'aurais osé. Donc là, en fait, je me suis dit... c'est pas une décision simple à prendre. Bah non, c'est clair. C'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un filet de sécurité derrière, c'est rassurant. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, allez, je me lance, je teste, parce qu'on peut jamais savoir ce que ça va donner. Bah non, ouais. Mais au moins, tu sais que derrière, tu seras pas sans revenu avec plus rien sur ton compte en banque, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, c'était vraiment rassurant et ça m'a permis aussi... de pouvoir tester et me former aussi, parce que pour le coup la photo, même si j'en avais fait un tout petit peu quand j'étais plus ado, tout ça, c'était quand même très lointain, donc j'ai vraiment dû me former à la photo culinaire et c'est pareil, ça prend quand même du temps, donc le fait justement d'avoir aussi ce filet de sécurité, ça m'a permis de prendre quand même le temps de faire les choses bien, ou en tout cas de faire les choses comme j'avais envie, pour prendre le temps justement de me former, de pouvoir déjà commencer à me constituer un book, de mettre plein de choses en place pour partir déjà sur de bonnes bases. Bah écoute, trop bien, bravo. Merci. Parce que c'est super d'avoir osé te lancer, c'est génial, en plus pour vivre de ta passion, je crois qu'il n'y a pas mieux quand même. Donc, c'est ça, ouais, trop c'est cool. Clair. Et du coup, tu es spécialisée dans tout ce qui est cuisine engagée, cuisine food engagée. Alors, tu vas me reprendre si j'utilise pas les bons termes, mais donc t'as dit que t'étais végétalienne. Est-ce que c'est la même chose que végane ou c'est pas du tout Alors oui et non. Végétalien, c'est vraiment le régime alimentaire. Donc c'est un régime qui exclut vraiment tous les produits animaux, donc aussi bien la viande, le poisson, que donc les produits laitiers, mais aussi le miel, le beurre, les yaourts, quand on parle de véganisme, donc le mode de vie vegan, c'est justement plus un mode de vie. Donc en fait, tous les véganes sont végétaliens, mais tous les végétaliens ne sont pas forcément véganes. Okay. En fait, le mode de vie vegan, c'est quand vraiment tu exclus toute forme d'exploitation animale de ton mode de vie. Donc c'est-à-dire que tu ne portes pas de cuir, tu ne portes pas de laine, tu ne portes pas de soie, tu ne vas pas aller dans par exemple les zoos, les parcs animaliers qui exploitent des animaux, ou en tout cas qui sont de l'argent sur le dos des animaux. Pareil aussi dans les cosmétiques, tu vas plutôt utiliser des produits qui sont cruelty free, vegan, qui n'utilisent pas d'ingrédients issus des animaux. Donc c'est beaucoup plus large, mais c'est vrai que l'alimentation forcément prend une large part du mode de vie vegan. Ouais. Et du coup, donc toi, tu es végane, c'est ça? Ouais, j'essaye au maximum. Végétalienne stricte, ça c'est sûr. Okay. Au niveau du véganisme, oui, j'essaye au maximum. Par exemple, j'ai toujours une veste en cuir, mais ça je l'ai depuis longtemps, donc de toute façon, je la mets tant qu'elle tient la route. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est nouveaux achats, je vais pas aller acheter du cuir ou de la laine ou des choses comme ça en neuf, en tout cas. Ouais. J'évite au maximum. Pareil pour tout ce qui est cosmétique, ça aussi, je suis assez stricte là-dessus. C'est que du vegan cruelty free. Okay. Donc j'essaye au maximum. Après, être parfait, personne ne l'est de toute façon. Oui, donc, c'est aussi un cheminement. Et du coup, comment t'es rentrée dans ce monde, entre guillemets, du véganisme, etc. Est-ce que t'as eu des éléments déclencheurs ou c'est plus tes convictions qui ont fait que c'est devenu une évidence il y a vraiment eu une prise de conscience en fait. Donc moi ça fait depuis 2016
En fait, c'est à mes 25 ans que j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande. Donc d'abord vraiment donc plutôt végétarienne, donc vraiment viande et poisson. Parce que en fait, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé ça. C'était plus par habitude parce que j'avais été élevée comme ça et que comme beaucoup quoi, enfin tout simplement. Donc je mangeais de la viande voilà quand même régulièrement, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'appréciais. J'étais plus viande blanche d'ailleurs que viande rouge. Je supportais pas par exemple d'avoir du sang dans mon assiette, donc quand je mangeais de la viande rouge c'était un steak bien cuit, tu vois. Donc voilà, j'avais pas réellement de goût pour ça. Même s'il y a quand même des choses que j'aimais bien, voilà, mais pas une grosse appétence. Et en fait, j'ai commencé à suivre des personnes sur YouTube ou Insta qui étaient elles-mêmes végé ou véganes et qui ont commencé un petit peu plus à parler de ça. Donc de ce mode de vie, de ce que ça incluait et tout. Et en parallèle, il y a eu les premiers scandales révélés par L214 dans les abattoirs. Qui sont vraiment été diffusés au JT, tout ça. Donc vraiment, on a pris conscience. C'était un peu les premières fois qu'on voyait ce qui se passait dans les abattoirs. Et en fait, j'ai eu là, ça m'a fait vraiment un gros électrochoc, une grosse prise de conscience. Et en fait, le lien, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, le lien entre l'animal et le bout de viande. En fait là je le faisais complètement, donc en fait voilà, quand je voyais un steak je pensais directement à la vache ou au veau, enfin voilà, ou au bœuf, et vraiment ça a été je pouvais plus me mettre des œillères et me dire oh non en fait c'est pas un animal. Si c'est vraiment un animal qu'on a tué juste pour pouvoir ensuite le manger, alors qu'on peut manger plein d'autres choses et qu'on peut être en parfaite santé sans produits animaux. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic. Et du coup, ça a été... alors, je dirais pas que ça a été du jour au lendemain, mais ça a été quand même assez rapide. J'ai vraiment d'abord arrêté la viande rouge, parce que de toute façon, j'aimais pas vraiment ça. Donc, je mangeais encore un petit peu de blanc de poulet et genre du saumon. Et puis, en fait, ça s'est fait assez rapidement quand même. Et je me souviens que mars 2016, c'est le premier mois de course que j'ai fait justement sans acheter de viande ou de poisson. Je me souviens de ça. Ok, trop bien. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que moi, je suis pas une grande consommatrice de viande ni de poisson, mais c'est plus par goût, j'aime pas trop ça. Donc, c'est vrai que j'en mange rarement. Ouais. Mais c'est déjà très bien, franchement, voilà. Je suis pas là pour dire que tout le monde doit devenir vegan, même si ce serait génial, mais bon, ça c'est assez utopique de dire ça. Mais en tout cas, si déjà tout le monde réduisait, ce serait déjà énorme l'impact, et pour le bien-être animal, bien évidemment, mais aussi pour l'environnement et la planète, parce que ça craint quand même un petit peu tout ce qui se passe. C'est bon, alors ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais on va y revenir, mais ça m'intéresse. Ton entourage a bien pris ça. Est-ce que c'est difficile à vivre au quotidien ou pas du tout? Je dirais un peu difficile. Au début, ça a globalement été quand même bien accueilli par mes parents ou par ma belle famille. Forcément, mes parents, ils ont eu des craintes de est-ce que je vais pas avoir de carence, est-ce que je vais suffisamment avoir tous les apports nécessaires. Voilà, c'était plus l'aspect santé qui les a un petit peu qui leur a un peu fait peur, mais ce qui est totalement normal parce que on connaît pas, donc ça les a pas forcément étonnés, je pense, parce que j'ai toujours adoré les animaux, donc je pense que ça les a pas spécialement étonnés. Par contre ça a remis pas mal en question quand on vient chez eux, quoi nous préparer, ça a été un peu galère encore aujourd'hui des fois. Je sais pas si ma mère écoutera, mais encore aujourd'hui il y a toujours des petits couacs, parce que c'est vrai que moi c'est un réflexe de toujours regarder toutes les étiquettes, les compos des produits, notamment quand c'est des produits un petit peu industriels, parce que ils arrivent toujours à te caler un peu de blanc d'œuf, un peu de poudre de lait et tout, et quand t'es végétalien, tout ça tu l'exclus aussi.
C'est vrai que végétalien, c'est quand même un niveau supérieur, on va dire, par rapport au végétarisme. Et c'est du coup un peu plus compliqué parce que c'est vrai que végétariste, tu te dis, bon, bah, pas de viande, pas de poisson, ok, ça reste assez facile, entre guillemets. Par contre, c'est vrai que quand t'es végétalien, ben, retirer les œufs, le lait, même quand tu veux, ben, ne serait-ce qu'acheter, voilà, des petits gâteaux industriels, des trucs, ben, en fait, faut constamment regarder les étiquettes, sauf si t'as le label vegan, bon, bah, ça, c'est bien plus simple. Mais quand tu vas dans des magasins plus conventionnels, ben, t'as pas forcément que des produits vegan, loin de là. Donc, bah, c'est vrai que faut revoir aussi, faut repenser toutes ces habitudes. Et c'est vrai que ça, mes parents ont un petit peu de mal des fois par rapport à ça. Mais sinon, globalement, voilà, on n'a pas eu de gros reproches ou, enfin voilà, ça a été quand même assez bien accepté. Ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est plus le côté social, parce que bah, malheureusement, à Nantes, étrangement, il y a peu d'offres végétaliennes, il y a peu de restaurants végétaliens. Il y a vraiment, tu les comptes sur les doigts d'une main, qui sont vraiment 100% végétaliens, je dis. Donc heureusement c'est des super adresses, mais c'est vrai que t'as peu de choix, donc en fait tu peux être spontané en te disant ah bah allez on va se faire un resto, bah en fait potentiellement tu auras soit une offre, une proposition un peu merdique, genre juste des frites et des haricots, bon en 2023 on n'a plus envie de ça quoi, il y a tellement d'options aujourd'hui que voilà. Du coup c'est plus cet aspect là qui des fois est un peu dur à gérer. Après il y a quand même heureusement tous les restos qui sont plus cuisine du monde, les restos indiens, les restos libanais, qui permettent en général voilà, de trouver quand même de quoi manger, de quoi se régaler. Mais c'est plus cet aspect là qui est un peu compliqué à gérer des fois au quotidien, ce qui fait que bah, c'est vrai que globalement on sort moins, je pense. On cuisine beaucoup plus à la maison, mais ouais, on sort moins. Ouais. Bah après, oui, c'est un mal pour un bien peut-être. Ouais. Pour le portefeuille, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, non, bah j'avoue que c'est vrai. Après, je sais qu'il y a beaucoup de restaurants qui essayent de, entre guillemets, faire des efforts et s'adapter. Oui. Mais je pense que c'est vrai que le côté végétalien, ça doit être... Enfin, ça demande, je pense, plus d'investissement. Mais c'est ça, en fait, je pense que bah, c'est comme pour nous en tant que particulier. En fait, il y a une grosse méconnaissance, tout simplement. Et c'est vrai que bah, dans toutes les formations de cuisine, en tout cas jusqu'il y a encore peu de temps, la cuisine végétale, je pense, n'était pas abordée ou très très peu. Ça évolue aussi dans le bon sens, heureusement. Oui. Donc il y aura de plus en plus de nouveaux chefs. Enfin, ça se démocratise plus en fait. Oui, voilà. Aujourd'hui, voilà, même par exemple dans Top Chef, il y a là dans la saison dernière, il y a eu une épreuve autour, alors qui était pas tout à fait 100% végétale, mais quasi. Donc c'est cool que quand même aussi sur des émissions comme ça de grande audience, ils commencent à parler de ce type de cuisine. Il y a des candidats qui sont aussi très portés sur le végétal et tout, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, une grosse méconnaissance de la part des chefs et des restaurateurs. Et je comprends du coup que ce soit difficile aussi pour eux. Certains n'ont pas envie. Ah oui, bah clairement, il y a aussi beaucoup de personnes qui... doit y avoir certains chefs... J'imagine que ça... Ah oui, il y a des personnes qui sont très très réfractaires. Il suffit de regarder un petit peu les commentaires sur les réseaux de personnes qui partagent de l'info sur justement le véganisme, les hordes de haters qui se prend pour, enfin voilà, avec des arguments à discuter, hein, bien sûr, mais oui, c'est clair que c'est... Il y a vraiment des personnes pour qui c'est... En fait, le mot vegan, malheureusement, a été un petit peu mal perçu parce que on pense tout de suite extrémisme. Parce que il y a eu féminisme. Ouais, voilà, c'est ça. Genre de choses, ça fait un peu peur, je pense, pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'en plus, effectivement, mais c'est comme dans partout, il y a toujours des personnes qui sont extrémistes, mais ça veut pas dire que tout le mouvement l'est. Oui. Parce que oui, bien sûr qu'il y a eu par exemple des boucheries qui ont été attaquées et tout, ça c'est pas forcément moi des choses que je cautionne non plus, parce que voilà, c'est pas forcément je trouve c'est pas comme ça qu'on peut
faire évoluer. Ouais, faire évoluer et faire passer le message de la bonne façon. Après, la violence ne résout rien. Oui, voilà. Après, c'est pas mon tempérament ni rien, mais donc c'est pour ça aussi, je pense que le mode de vie vegan, n'est pas du tout bien perçu par tout le monde et peut faire peur, voire rebuter des personnes juste parce que ils vont voir par exemple un produit estampillé vegan, par principe vont dire ah bah non, je prends pas, ça doit pas être bon ou ah non. Donc c'est dommage. Oui. Mais c'est pour ça que je préfère parler soit de cuisine végétale ou comme je disais de food engagé, parce qu'en plus derrière le mot food engagé, je veux pas exclure aussi d'autres formes d'engagement. Donc c'est vrai que moi j'ai envie de travailler uniquement avec des personnes avec soit des restaurateurs, soit des marques qui proposent des produits à minimum végétariens. Je vais pas aller photographier un plat de viande ou de poisson, ça c'est sûr que non, ce serait pas du tout aligné avec mes valeurs. Par contre de la pâtisserie conventionnelle, y a pas de souci, je me ferme pas non plus ces portes-là. Mais j'ai envie, ça me tient à cœur que les personnes avec qui je travaille ont quand même une ouverture d'esprit par rapport à ça et une offre potentiellement aussi végétale, même si c'est pas leur cœur de métier, le cœur de leur offre, qu'ils aient quand même une alternative. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi ça peut être d'autres formes d'engagement qui sont pour moi quand même assez liées avec l'environnement en général, donc à savoir le zéro déchet, faire attention peut-être à des emballages qui vont être plus éco-responsables, peut-être utiliser évidemment des produits locaux, des produits de saison, du circuit court, revaloriser leurs déchets, des choses comme ça. C'est aussi toutes ces actions-là qui font que c'est des entreprises avec qui je peux avoir envie de travailler. Pas juste parce que... pas simplement les personnes qui proposent une offre végétale, parce que aussi, il n'y en a pas non plus énormément, notamment si je me centre plus sur le local Nantes-Bretagne. Il n'y en a pas non plus... l'offre, elle est assez limitée. L'offre est assez limitée, donc c'est vrai que je me suis fixé ce cadre-là, et pour l'instant, je m'y retrouve bien et ça se passe bien. C'est la question que je voulais te demander justement. Par rapport donc à ton business, donc en fait tes clients sont quand même engagés ou ont une démarche quand même sur tout ce qui est environnement, écologie et végétal, etc. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, par rapport, revenons un peu à Maison Mâche. Alors, je sais que tu avais raconté l'histoire sur Instagram, mais ce serait cool que tu puisses la raconter au micro. Pourquoi Maison Mâche ? Alors, c'est né d'un long brainstorming en voiture. En fait, beaucoup de photographes culinaires et pas que d'ailleurs utilisent leur prénom, leur nom-prénom. Souvent, c'est vrai que les photographes sont connus pour ça. Moi, c'était pas quelque chose que je voulais. Je voulais pas particulièrement associer mon nom directement. J'avais plutôt envie de créer un peu comme une marque. Je trouvais ça assez sympa. Et du coup, forcément, qui dit marque dit trouver un nom. Donc, c'est vrai que ça a été une grosse réflexion. Et puis finalement, au bout de quelques heures de trajet, c'était en voiture, je me souviens, Maison Mâche est née. Et en fait, donc Maison, c'est à la fois pour le côté mon positionnement qui est assez, on va dire, élégant, parce qu'en tout cas c'est le genre de photo que je veux faire, je me définis comme ça, des photos élégantes et gourmandes. Donc j'aimais bien le mot maison parce que c'est aussi un mot qui est utilisé par exemple pour les grandes maisons de pâtisserie, la maison La Durée ou des choses comme ça a un côté un peu haut de gamme, voilà. Et en même temps, et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre, il y a à la fois ce côté élégant et en même temps ce côté très de proximité. Parce que la maison c'est aussi déjà c'est pour l'instant d'où je travaille et en plus c'est aussi le côté cocon, se sentir bien, être à l'aise, être en confiance, et c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre, et je veux que mes clients soient vraiment à l'aise avec moi et qu'on travaille vraiment en confiance. Donc je trouvais que ce mot-là correspondait bien sur ces deux aspects.
Et mâche, du coup, c'est à la fois pour évidemment le côté végétal, parce que voilà, la salade. En même temps, c'est aussi un produit local, puisque la mâche nantaise, ça pousse voilà, pas très loin au sud Loire. Et il y avait aussi le côté mâché tout simplement, donc ça faisait aussi référence à la notion de manger, du culinaire. Donc voilà, ça a paru assez... alors pas naturellement, parce qu'on a quand même bien brainstormé, mais une fois que c'est arrivé, je me suis dit mais oui, c'est ça. En plus, j'aimais bien le côté allitération, je crois que c'est ça qu'on dit, maison mâche, le son M qui se répète. Et aussi le fait que visuellement, il n'y a pas de lettre plus haute que l'autre. Enfin, tu vois, visuellement, ça fait c'est aligné. Ouais, c'est aligné. Et donc, je réfléchissais déjà un petit peu à la partie identité visuelle, tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, je pense que c'est vraiment... c'était ça. J'adore l'histoire et ça a une super belle signification. Merci. Un beau brainstorming qui a bien fonctionné. c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, donc là on va parler un peu de ta vie d'entrepreneuse. Ça ressemble à quoi une journée avec toi? Alors, ça va. Il n'y a pas de journée type, on va dire, parce que forcément, quand on est entrepreneur, voilà, on a plein de casquettes. En plus du fait d'avoir à la fois la partie photo et la partie community management, en fonction, ça va pas être la même. Donc si je prends plutôt une journée photo quand je suis en shooting client, donc il y a toute la partie, donc ça a plutôt été fait en amont, mais il y a toute la partie réflexion sur le shooting, donc avec recherche d'idées, création d'un mood board pour le valider avec le client, savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, que c'est bien ce rendu-là qui voudra sur ces photos. Il peut y avoir par exemple aussi de l'achat soit d'accessoires de stylisme spécifiques au shooting, soit ça peut être de l'achat de fleurs par exemple, ou alors l'achat d'ingrédients spécifiques qui apparaîtront sur la photo. Ensuite, donc il y a la partie vraiment shooting. Donc là, moi actuellement, le studio photo est chez moi. Ça peut être aussi chez les clients, mais pour l'instant, ça a été uniquement chez moi. Donc voilà, j'installe mon matériel, je fais mon shooting, je fais mes différentes mises en scène. Il peut y avoir des validations à distance avec les clients, donc je leur envoie un aperçu des photos qui me disent ok, on valide, et puis comme ça va aussi un petit peu plus vite. Il y a toute la partie rangement qu'il ne faut pas négliger après un shooting. Évidemment, c'est pas celle que je préfère, mais on n'y coupe pas. Voilà, c'est ça. Donc rangement de matériel, vaisselle, de tout ce qui a été utilisé. Et puis après vient la partie retouche. Donc ça va dépendre de la durée du shooting. Si c'était un petit shooting, ça m'arrive de le faire dans la foulée. Si ça a été un gros shooting où j'ai shooté toute la journée, ça va plutôt attendre le lendemain. Globalement, c'est quand même un métier, en tout cas actuellement, parce que je n'ai pas encore beaucoup de clients, mais ça viendra. Je passe quand même beaucoup de temps derrière mon ordinateur. C'est quand même la majorité de mes journées, c'est derrière mon ordinateur, parce qu'au final, sur l'ordi, c'est là que je vais faire mes retouches photos, c'est là que je vais faire mes mood boards, c'est là aussi que je vais faire, bien évidemment, ma création de contenu pour mes réseaux sociaux, notamment pour Instagram. C'est là aussi que je vais faire toute la partie community management pour mes clientes. Donc pareil, planning édito, rédaction. C'est là aussi où je mets à jour mon portfolio, mon site internet. Ça va être là aussi où je vais faire mes devis, mes factures. Donc c'est vrai que je pense que j'utilise plus mon ordinateur que mon appareil photo aujourd'hui. Mais bon, normalement, ça devrait tendre à s'inverser petit à petit. Même s'il y aura toujours une partie... avec le temps. Oui, mais il y aura toujours une partie ordinateur. Voilà. Que tu pourras peut-être déléguer après, tellement t'auras de peut-être. clients. C'est ça. On n'en est pas là, mais peut-être. Ça viendra. Il faut rester positif. Oui. Et du coup, t'as une vie d'entrepreneuse depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et donc j'imagine que, comme chaque entrepreneuse, t'as dû vivre des moments plus ou moins positifs, etc. Et est-ce que déjà t'as déjà vécu alors je dis entre guillemets, mais un échec? Et est-ce que tu aurais des leçons à nous partager par rapport à ça? Ou par rapport à ta vie d'entrepreneuse en général?
Ouais. Alors, échec, honnêtement, non. Je touche du bois, encore une fois. Des déceptions, par contre, oui, forcément. Déceptions, notamment, par exemple, un projet client, enfin, prospect en tout cas, qui me plaisait trop. Qui était vraiment super chouette, et puis malheureusement qui n'a pas été validé à cause du budget notamment, et aussi pour d'autres raisons, mais principalement le budget. Et j'ai eu beau essayer de trouver peut-être des arrangements, des alternatives, ça ne s'est pas concrétisé. Donc ça, forcément, ça c'est la plus grosse déception, hein. J'ai un exemple en tête, mais bon, il y en a eu d'autres, parce que oui, quand c'est des projets qui te plaisent, avec des personnes avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu as eu un bon feeling pendant l'appel découverte, et puis l'aspect financier coince, c'est toujours hyper rageant. Et en même temps, c'est compréhensible, hein, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, donc tu peux pas toujours baisser trop tes tarifs ou demander à la personne de payer plus qu'est-ce qu'elle ne peut, donc c'est tout à fait compréhensible, mais c'est toujours hyper décevant. Après, ce qu'il faut en ressortir, c'est de se dire que ça devait pas être... Moi, je suis assez comme ça, je me dis, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Je suis un peu comme ça. Bon, c'est peut-être un peu pour minimiser le truc, mais c'est vrai que je me dis, c'est que ça devait pas se faire, ou en tout cas pas à ce moment-là. Dans tous les cas, ça fait quand même une rencontre, une chouette rencontre. Potentiellement, on sera peut-être amené à se recroiser plus tard. Je pense que c'est toujours une façon d'apprendre de toute façon. Ça peut aussi permettre de te dire, peut-être qu'effectivement, mes tarifs ne sont peut-être pas cohérents avec ce que je propose, ou peut-être que mon offre n'est pas assez bien construite. Enfin, ça permet toujours de se remettre en question. Donc, évidemment, c'est mieux quand tout roule du premier coup, mais c'est rarement le cas. Hein. Il y a toujours des petits moments où... forcément, ça arrive. Mais après, tu vois, comme tu disais... Moi, je suis plutôt de la team aussi, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire, ou en tout cas pas maintenant. J'ai eu l'exemple même d'un client qui m'avait contacté au tout début, où je me suis lancée, donc il y a 4 ans, 5 ans maintenant, quasiment. Et qui ne pouvait pas, justement, à cause du budget, et qui, 2 ans après, m'a recontacté en me disant, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. En maintenant, fait, à partir du moment où t'as fait quand même une bonne impression, que t'as tout fait pour que ça se passe bien, des fois tu peux pas tout maîtriser. Si c'est vraiment le budget qui coince, tu te dis ok, donc déjà c'est pas moi en tant que personne, c'est l'aspect financier, ça j'ai pas forcément de maîtrise là-dessus, et comme tu dis, peut-être qu'elle se souviendra de moi quand même, et que le jour où elle aura besoin, elle refera appel à moi dans quelques temps, donc on verra. Mais en tout cas, non, pour l'instant j'ai pas eu de gros échecs. C'est plus des déceptions vraiment lié à ça. Je réfléchis si je pense à autre chose, mais non, c'est vraiment ça. Et comment aujourd'hui tu vis ta vie d'entrepreneuse? Est-ce que t'as des hauts et t'as des bas, ou plutôt ça coule de source, on va dire? Est-ce que t'as eu des périodes de remise en question en te disant est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Je pense que dans le package de l'entrepreneuriat, les montagnes russes, c'est compris, c'est un synonyme. C'est ça. Oui. Globalement, donc je sais pas si je l'ai dit, mais du coup moi je me suis vraiment lancée il y a 1 an et demi, en avril-mai 2022. Ok. Donc ce serait mentir que de dire que tout va bien. Honnêtement, c'est pas toujours le cas. Il y a vraiment eu des périodes où t'as des gros moments de down, de remise en question, où tu te dis mais est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fais assez, ce genre de choses. Ça oui, j'y ai été confrontée. Donc ça c'est plus pour l'aspect business en général. Pour l'aspect photo aussi, forcément les réseaux sociaux, ça a un côté très positif parce que ça te permet de rencontrer plein de gens, de voir plein d'inspirations et tout, mais du coup le pendant inverse, c'est que t'es un peu en constante comparaison. Même si effectivement faut pas se comparer avec les autres, etc. C'est ce qu'on dit, mais bon, c'est pas toujours pas toujours évident de ne pas le faire. Et c'est vrai que par moment
ouais, quand tu vois des photos trop canon, tu te dis ah là là, mais les miennes, elles sont nulles à côté ou des choses comme ça. Enfin voilà, évidemment que ça arrive. Après, c'est vrai que ça c'est un conseil que ma première formatrice, Mélanie, qu'elle nous a donné, et c'est vrai que c'est un bon conseil, c'est vraiment essayer de ne pas se comparer donc aux autres, parce que en fait, évidemment, si tu te compares à une photographe qui a 15 ans d'expérience, oui, c'est logique qu'elle fasse des meilleures photos que toi, c'est mathématique quoi. Donc en fait, elle nous a toujours conseillé de plutôt se comparer à notre nous d'avant. Et ça, c'est vrai que c'est un très bon exercice, parce que c'est vrai que, et ça vaut pour la photo, mais je pense pour plein d'autres choses, c'est vrai que quand je vois mes photos justement de avril-mai 2022, ça n'a déjà rien à voir un peu plus d'1 an après. Donc en fait, c'est vrai que ça permet de prendre du recul et de se dire ok, ouais, j'ai quand même progressé, j'ai quand même déjà fait tout ce chemin-là, je suis peut-être pas encore au niveau où j'ai envie d'être, mais ça viendra, chaque mois qui passe, je prends de l'expérience, et voilà. Donc ça, c'est vrai que ça permet un peu de prendre du recul. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est génial d'un côté, et de l'autre, ça peut être un peu source... Ça a ces deux phases. Ouais, voilà. L'ange et le démon. C'est ça, source d'angoisse, ouais. En tout cas, j'adore le conseil de pas se comparer aux autres, mais se comparer à son soi d'avant. Ouais, c'est ça. C'est super, un très bon conseil. J'avais jamais entendu ça. Ah écoute, ravie de te l'avoir partagé. Ouais, je le ferai alors. Je le mettrai en application. C'est ça. Et alors du coup, évidemment, on est dans la chronique des ambitieuses. Alors, j'ai la petite question habituelle. Est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse ? Oui. Ouais. Et quelle est ta définition d'une femme ambitieuse pour toi ? Je dirais que c'est une personne qui se donne les moyens de réaliser ses rêves, ou en tout cas d'aller où elle a envie d'aller. Donc que ce soit, ça peut être, là en l'occurrence c'est au niveau pro, mais ça peut être aussi bien au niveau perso, d'avoir des rêves à réaliser. Je sais que toi tu es assez friande de bucket list. Je me suis fait une bucket list aussi professionnelle. Et c'est ça en fait, se donner les moyens de réussir en fait, pour pas avoir de regrets si jamais ça doit s'arrêter. C'est un peu ça ma philosophie, et ce que j'essaye vraiment d'appliquer depuis la création de Maison Mâche, c'est de me donner à fond, à 100%, de tester plein de choses, de vraiment aussi sortir de ma zone de confort, de me faire violence un petit peu pour mettre plein de choses en place, pour vraiment pas avoir de regrets si malheureusement ça marche pas pour X raison, pas me dire j'aurais dû faire plus, ou j'aurais pu faire autrement. Là c'est vraiment all-in quoi. Parfait, mais t'as raison. C'est comme ça que la vie fonctionne aussi, je pense. C'est que si on veut atteindre ses objectifs, ses rêves, il faut donner les moyens de... Oui, c'est ça, parce que on ne va pas attendre dans notre canapé et que ça tombe du ciel. Voilà, c'est ça. Ça n'arrivera probablement jamais. C'est ça. Et est-ce que, du coup, tu aurais un conseil à donner aux femmes qui, du coup, ont un projet, une passion, qui souhaiteraient en vivre, qui ont des rêves et qui n'osent pas forcément se lancer, ou qui ont envie de se lancer, mais qui ont besoin encore d'un petit coup de pouce, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là ? Je pense que le réseau et bien s'entourer, c'est vraiment hyper important. Moi, c'est quelque chose que j'ai vachement développé justement au cours de cette année et demie. Au tout début, donc vraiment au tout début de mon projet, j'ai contacté pas mal de personnes sur Instagram, soit qui étaient déjà photographes, voire même des photographes et des community managers. Je pense notamment à Maggie, je sais pas si tu écouteras ce podcast, mais je me souviens, je l'avais contactée au tout début pour justement un petit peu avoir... savoir un petit peu comment elle fonctionnait, peut-être les formations qu'elle avait faites. Enfin, je lui avais demandé un peu des conseils. J'avais aussi contacté des personnes qui avaient suivi une formation que je souhaitais suivre, pour avoir aussi leur ressenti, avoir des infos. Et en fait, c'est vraiment le réseau, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de développer à fond, et c'est hyper important, je pense, d'être bien entouré. Donc évidemment au niveau perso,
mais au niveau pro aussi de se construire un genre de deuxième famille, de famille professionnelle. Et en plus, je pense que j'ai de la chance, en tout cas la communauté de photographes est hyper bienveillante. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont croisé mon chemin, c'est vraiment des personnes hyper justement ouvertes, très qui sont pas du tout avares en conseil, et il y a vraiment ce côté partage et bienveillance qui ressort. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai, quand tu débarques dans un nouveau métier, c'est pas évident de prendre ses marques, de savoir un peu connaître les codes et tout, et du coup c'est cool de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont plus d'expérience que toi. En plus, ça aussi, ça te donne des modèles. Tu te dis, ok, elles ont... Alors, c'est beaucoup des femmes, effectivement. Elles ont réussi. Donc, ça prouve que, c'est possible, quoi. Donc, ça te donne aussi... ça te motive aussi pour la suite. Donc, vraiment, bien s'entourer. Que ce soit en physique ou en virtuel, parce que en physique, au final, j'en connais moins, mais en virtuel, et aussi justement faire partie de réseaux d'entrepreneurs. Ça peut être aussi un bon point justement pour parce que mine de rien, quand on est entrepreneur, on est quand même assez solitaire. Sauf peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent que en coworking ou autre, mais moi je sais que je suis quand même très souvent seule chez moi, parce que ça me convient aussi, mais c'est vrai que c'est un métier quand même assez solitaire. Donc c'est vrai que dès qu'il y a des apéros entre autres entrepreneurs, entre freelance et tout, je trouve ça cool aussi de pouvoir y aller et de rencontrer du coup d'autres freelances qui sont pas du tout, qui font pas forcément le même métier que toi, mais au final qui rencontrent quand même les mêmes problématiques, parce que au final on est tous des chefs d'entreprise, et donc on a tous des devis, des factures, de la prospection, de la communication à faire, et du coup c'est cool aussi de voir qu'on est finalement un peu tous dans le même bateau, et qu'on a les mêmes problématiques, quel que soit le secteur. Donc ça rassure aussi, et ça rassure pas mal. Et c'est bien justement d'en discuter et tout. Donc bien s'entourer, c'est important. Je te rejoins énormément sur ce point, parce que c'est vrai que l'entourage, que ce soit perso comme pro, comme tu dis, c'est, je dirais que c'est un socle hyper important, quoi. Et si je peux peut-être rajouter aussi, si c'est des personnes qui sont par exemple plus jeunes, enfin même qui sont encore en études ou autre, ça aussi je pense que c'est important d'être hyper curieux, quel que soit le stade de la vie d'ailleurs, mais notamment encore plus jeune, et de faire plein de choses en dehors aussi, si on a la possibilité de le faire, bien sûr, mais en dehors du cursus scolaire. Je trouve que c'est hyper important aussi de s'investir dans du bénévolat, ou comme lancer un blog, lancer un podcast, essayer de faire aussi des choses, parce que là aussi ça va te permettre déjà de commencer à te créer un réseau. Et en fait, même si c'est des personnes à l'instant T qui vont, tu te dis ça va pas me servir immédiatement, peut-être que dans quelques années en fait ça t'aura servi. Faire des stages aussi, suivant les parcours scolaires, ça c'est de toute façon obligatoire, mais même si ça l'est pas, faire des stages, s'investir dans le milieu associatif. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai fait assez tôt dans mon parcours scolaire, universitaire plutôt, et en fait ça m'a permis vraiment de rencontrer plein de personnes, et on sait jamais, en fait, ça peut toujours être des personnes qui aujourd'hui peuvent peut-être m'aider, ou qui peuvent peut-être avoir le contact d'une autre personne. Donc ça revient au réseau, mais c'est vrai que le côté être curieux et s'investir dans des projets, je pense que c'est aussi un autre conseil que je peux donner. Écoute, merci pour tous ces conseils qui sont très utiles et très intéressants et qui, j'espère, vont aider les personnes qui écouteront ce podcast. Et une dernière petite question, j'ai encore 2 questions, et après d'autres petites questions. Ok. Donc on n'a pas encore fini. Non. Mais je vais te demander, est-ce que tu as des rêves et des ambitions pour la suite de Maison Mâche ? Ouais, bien sûr. Déjà, évidemment, en vivre à 100%. Ça, ce serait évidemment... c'est un peu le rêve basique, mais c'est quand même ça qui fera que ça continue ou pas. Donc, déjà ça.
Et puis, à moyen terme, j'aimerais avoir alors pas forcément un studio dans le sens un bureau, mais en tout cas au moins une pièce dédiée à mon activité. Donc ça impliquera potentiellement de déménager, parce qu'actuellement dans mon appart actuel, c'est pas envisageable. Mais en tout cas, oui, avoir vraiment un bureau, un studio à moi, ça c'est vrai que donc soit chez moi, soit ailleurs s'il y a une autre opportunité qui se présente. Je suis pas fermée, mais c'est vrai que d'avoir une pièce à soi, je pense que c'est hyper important pour tout faciliter, ne serait-ce que l'installation du matos et tout, et puis même pour justement aussi avoir une pièce où tu te dis là c'est là où je travaille, là c'est là où je vis, parce que actuellement tout est un peu mélangé et c'est vrai que c'est pas toujours évident justement de trouver cet équilibre. Donc ça, et puis ça c'est vraiment à plus long terme, justement c'est un peu lié aussi au fait d'avoir un jour une pièce dédiée. J'aimerais bien accueillir un jour, alors embaucher ça ce sera dans très longtemps, mais ne serait-ce que déjà accueillir des stagiaires. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que dans mon parcours, moi j'ai fait pas mal de stages justement comme je disais. Ça m'a permis justement de découvrir des métiers, de découvrir le monde de l'entreprise, et je trouve que c'est hyper précieux, et du coup j'aurais envie aussi de rendre l'appareil. J'ai déjà eu des demandes de stage, ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop surprise. Évidemment, j'ai dû refuser parce que là, c'était pas du tout des conditions qui permettaient, je peux pas accueillir quelqu'un dans mon appart et tout, c'est pas possible. Mais ça m'a fait trop plaisir et ça m'a vraiment donné envie de pouvoir le faire un jour. J'adorerais avoir aussi un stagiaire ou un alternant. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est hyper bien de la transmission, ça fait quand même aussi partie de quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien cette idée-là de transmettre une passion, de transmettre tes connaissances. Puis même d'avoir une vision extérieure sur ton business, parce que on est seul, donc au final carrément, oui. On prend pas tant de recul que ça, et là d'avoir quelqu'un qui va venir travailler pour toi, en même temps tu auras son recul, sa vision plus jeune aussi, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper, ce serait trop chouette. Donc, on verra. Je te le souhaite. Et qu'est-ce que tu dirais à la Jenny, petite fille? Oh là. C'est pas évident ça. De se faire confiance, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours eu extrêmement confiance en moi. Je dis pas qu'aujourd'hui j'en ai à 100%, mais j'ai quand même beaucoup évolué là-dessus. Donc de se faire confiance, et puis ça va un peu avec, j'allais dire, de croire en elle, que le chemin va peut-être pas être, si en soi j'ai toujours eu un chemin assez linéaire, dans le sens où j'ai jamais redoublé, j'ai toujours à peu près su ce que je voulais faire, pas tout à fait, mais en tout cas ça a été assez facile parce que j'ai toujours bien aimé l'école, j'ai toujours été bonne élève, donc j'ai pas eu trop d'obstacles sur mon parcours scolaire. Et au final, quand on regarde, là on se dit ça a quand même été pas mal de chemins détournés, parce que j'ai quand même eu des expériences qui n'ont rien à voir avec la photo. Mais au final, comme je disais, c'est que des expériences qui m'ont vachement enrichi à plein de niveaux. Donc en fait, je pense que si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose finalement. Donc voilà, se faire vraiment confiance. Très bien, parfait, c'est beau. Bon, du coup, maintenant j'ai des petites questions, j'ai d'autres petites questions. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Je pense de m'être lancée, tout simplement. D'avoir osé en fait, parce que comme je te le disais, c'était pas forcément quelque chose qui était tout tracé pour moi, le fait d'être dans l'entrepreneuriat. Surtout que comme je disais, j'ai pas toujours eu énormément confiance en moi. Je suis quelqu'un d'assez je suis pas timide, mais je suis assez réservée, donc on n'aurait pas forcément, je pense, parié entre guillemets que je me lancerais. Mais là, comme on disait en début d'épisode, c'était vraiment tellement une évidence que j'ai même pas eu vraiment peur de me lancer en fait. Donc de m'être lancée et encore une fois de me donner les moyens pour que ça marche, ça c'est une belle fierté. Là, tu peux être fière de toi.
Bon, alors c'est des petites questions un peu plus rapides perso. Ouais. Est-ce que tu as un objet dont tu ne peux pas te séparer? Un petit objet fétiche? Bah, je pense... le téléphone. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est horrible, mais clairement, la seule chose sans quoi je ne sors pas de chez moi, je sais pas si c'est très français ma phrase, la seule chose avec laquelle je sors toujours de chez moi, c'est vraiment mon téléphone. Bon, et mes clés, bien sûr, mais bon, c'est pas ça. Mais ouais, mon téléphone, c'est un peu cliché, mais mon téléphone, c'est un peu toute ma... Enfin, pas toute ma vie, mais il y a quand même beaucoup de choses, quoi, dans mon téléphone. Il y a mes mails, mon agenda, mon Trello avec mon planning édito, mes réseaux sociaux, mes comptes bancaires. Donc, honnêtement, j'aurais aimé avoir un objet un peu plus sympa, un peu plus original. Mais je crois que si je veux être honnête, c'est le téléphone. Hein. Ouais. Est-ce que y a une musique qui te motive au quotidien ou quand tu as envie de travailler? Est-ce que tu travailles en musique? Eh ben non, je travaille en silence. Ok. Ouais, je suis team silence. Et globalement, j'écoute assez peu de musique. En tout cas chez moi. Par contre, quand je cuisine ou quand je marche, j'écoute pas mal de podcasts, justement. Ouais, c'est plus des podcasts et j'écoute, et d'ailleurs ça a aussi contribué, je pense, à mon cheminement vers l'entrepreneuriat, parce que j'écoute pas mal de podcasts liés à l'entrepreneuriat, notamment au féminin, et je pense que ça m'a pas mal aidé justement à avancer. Ok, trop bien. Et bon, alors c'est la question food évidemment, c'est quoi le plat ou le dessert, enfin surtout je pense le dessert que tu préfères cuisiner? Que je préfère cuisiner ou manger, ça peut être les deux. C'est pas évident. Si, les cookies. Ah. Donc c'est pas vraiment un dessert, c'est plus un goûter, mais les cookies, j'adore ça. Ah bah c'est mon biscuit préféré. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ah, les cookies. À faire, c'est hyper rapide. Tu peux faire des cookies à peu près tout, enfin voilà, chocolat aux fruits, chocolat blanc, chocolat noir, des noisettes, enfin voilà, tu peux vraiment mettre plein de choses. Tu peux mettre des purées d'oléagineux, du beurre de cacahuète, de la purée de sésame, enfin voilà, tu peux faire plein de choses. Donc les cookies, vraiment trop bien, et j'adore les manger aussi. Et sinon, un gâteau que je fais quand même, que je fais quand même très souvent, c'est le banana bread. Ça aussi, c'est un peu un incontournable de la maison. En plus, c'est un gâteau du coup zéro déchet, parce que ça te permet d'utiliser tes bananes pourries, toutes noires, que quand tu les vois, tu te dis bah non, ça va finir à la poubelle. Et en fait, non, surtout pas, ne jetez pas vos bananes noires. Et ouais, ça c'est aussi un incontournable à la maison. Bah j'adore. Des desserts les cookies, je sais pas si on peut appeler ça un dessert, en tout cas de bâtis que j'adore. Le banana bread, les cookies, les cookies c'est toute ma vie. Ah, si j'avais su, je t'en aurais ramené. Mince. Est-ce que tu as une citation favorite, motivante, un mantra? Ouais, j'aime bien cette petite phrase. Alors, j'ai pas retenu l'autrice, mais je pourrais la retrouver facilement. C'est un adulte créatif est un enfant qui a survécu. J'aime beaucoup cette phrase. J'ai découvert d'ailleurs pendant un de mes stages, je crois que c'était un de mon maître de stage qui l'avait partagé, je sais plus où. Et je trouve cette phrase hyper déjà très jolie, assez poétique, et j'aime bien cette idée de cultiver son enfant intérieur. Je trouve que c'est hyper important. C'est quelque chose que j'avais, je pense comme beaucoup, mis de côté, parce que quand tu rentres dans la vie active, quand tu rentres dans la vie d'adulte, entre guillemets, t'es vite happé par le quotidien, les factures à payer, les courses à faire, les machins, enfin, comme tout le monde, quoi. Et t'oublies des fois un petit peu, justement, tes rêves d'enfant, ou de faire des activités peut-être plus créatives, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais un peu mis de côté toutes ces dernières années. Ce sera sûrement pas le cas de tout le monde, hein. Mais du coup, là, je suis hyper contente, justement, avec la photo, d'avoir renoué un petit peu avec ça, d'avoir un aspect très créatif dans mon métier. Et ça permet de travailler justement ma créativité, bien évidemment, mais aussi ma curiosité, et je trouve ça cool
des fois, je me retrouve à, je sais pas, faire des trucs beaucoup plus manuels et c'est quelque chose que je faisais beaucoup moins ces dernières années. Et il y a aussi un peu peut-être remettre un petit peu des fois de magie dans son quotidien, voilà, faire travailler son imaginaire et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et voilà, du coup cette phrase l'illustre bien, je trouve. Bah ouais, c'est une belle citation, mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai quand en tout cas moi je sais que petite, j'étais très très créative. Peinture, poterie, enfin je faisais tout. Ouais. et bon bah j'ai toujours voulu garder quand même cet aspect-là dans mon métier. Après aujourd'hui, bon ça c'est moins que quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord et je trouve que c'est une belle citation, je connaissais pas mais... Encore une autre citation que tu vas essayer d'appliquer. C'est ça. Et est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Alors une en particulier. Plusieurs. Ouais, je pense plusieurs. C'est vrai que quand je pense, en tout cas si c'est lié à l'entrepreneuriat tout ça, quand je pense aux personnes qui m'ont vraiment inspirée ou en tout cas motivée à me lancer, à me dire ok c'est possible et tout, je pense notamment à Lisa Gachet de Make My Lemonade, qui est hyper inspirante. J'ai écouté plein de podcasts aussi sur elle, sur son parcours. Je trouve que c'est vraiment un peu l'illustration de la success story, tout en ayant une vie de famille, tout en ayant justement gardé ce côté très créatif, en étant aussi très ambitieuse, puisqu'elle a fait plein de choses ces dernières années. Je trouve que c'est vraiment une belle illustration. Donc Lisa Gachet, j'aime beaucoup, je trouve très, très inspirant. J'aime aussi beaucoup Louise Aubéry du compte My Better Self, qui a justement son podcast In Power qui est génial. Pareil, elle est beaucoup plus jeune que moi et elle a déjà fait 1000 trucs, j'ai l'impression qu'elle a eu 1000 vies et tu te dis waouh, c'est fou. Et je trouve que c'est des personnes comme ça, c'est hyper inspirant, hyper motivant de se dire qu'en fait, ça montre qu'en fait, il n'y a pas qu'un chemin, que tu peux faire plein de choses. Et je pense à ces deux personnes-là. Et qui d'autres c'est déjà des bons exemples, je pense. Mais voilà. On peut s'arrêter à deux. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter ou des choses à ajouter? Attends, je réfléchis, j'ai tout dit ce que je voulais, mais je pense que oui. Non, écoute, je pense qu'on a déjà bien discuté. Donc, non, surtout, voilà, si vous avez un projet, une passion et que vous sentez que c'est ce que vous devez faire, écoutez-vous et faites tout pour que ça marche et voilà, pour pas avoir de regrets, c'est encore une fois très important. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi, c'était hyper inspirant et c'était très sympa d'échanger avec toi et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, tout ce qui est sur l'aspect vegan, cuisine végétale, j'y connais pas grand chose et du coup, ça m'a aussi ouvert un peu plus l'esprit sur d'autres choses. Donc, trop bien, je suis ravie. Ouais, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la Chronique des Ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.